Alors Patrick, j'aimerais qu'on essaye d'explorer les différents systèmes qui ont été utilisés au cours de la crise sanitaire en Europe et notamment qu'on compare ce qui s'est passé en France à ce qui s'est passé en Allemagne. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet? Alors les Allemands ont réformé leur système de santé. Les hôpitaux, que ça fait quelques années déjà. Hein. C'est à l'époque de Gerhard Schröder. Quelque chose comme ça, oui. Et donc, ils ont introduit de la concurrence. Les hôpitaux publics qui étaient déficitaires ou peu performants ont été fermés ou repris par du privé et en échange, entre guillemets, ou en même temps, pour faire plaisir à Manu, en même temps, des hôpitaux privés ont été ouverts et ont pris davantage d'importance, ce qui fait que le secteur privé en Allemagne est maintenant important. Alors ensuite, les Allemands ont le choix entre différentes caisses publiques et au-delà d'un certain revenu, ils peuvent aussi choisir une caisse privée. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris le système purement privé parce que à ma connaissance, ils ne peuvent pas revenir en arrière s'ils le souhaitent et à ma connaissance aussi, ils ne peuvent pas, l'assurance privée ne couvre pas les ayants droit. Alors j'ai pas regardé ça récemment, mais c'était valable il y a quelque temps. Je ne sais pas si ça a été vérifié. Donc en fait, pour conclure, pour voir la différence entre la France et l'Allemagne, en France on a un système qui est 100% public pratiquement. Enfin, il y a quand même des cliniques privées, mais enfin... En France, les cliniques privées, comme les médecins privés, sont totalement corsetés par le système public. À part ses horaires de travail, le médecin libéral n'a rien de libéral. Tout est décidé par l'administration, il ne peut rien faire. Alors les cliniques, c'est pas pareil d'ailleurs. C'est un vrai système mixte. Voilà, et puis les Länder ont une importance. Les Länder ont une importance, les Länder ont une autonomie, les directeurs d'hôpitaux, les responsables d'hôpitaux publics ou privés ont une autonomie. Oui, d'ailleurs, je crois avoir lu dans la presse que 90% des directeurs d'hôpitaux en Allemagne sont sous statut privé. En fait, c'est possible. Ça veut dire que ce sont de véritables chefs d'entreprise. C'est possible. Après, ce qui est important à savoir aussi, il y a un point c'est que bon, le système allemand se gère aussi à l'enveloppe. C'est-à-dire nous gérons un système à l'enveloppe puisque le budget est voté et puis il y a l'ONDAM qui fixe le montant de progression des dépenses. Donc quand on met une enveloppe, en général ce type de gestion à l'enveloppe induit une pénurie automatiquement. En Allemagne, ils ont aussi une gestion à l'enveloppe. L'enveloppe est gérée de manière commune par les organismes professionnels et par les caisses et les assurances. Et le résultat en Allemagne est plus performant qu'en France. Parce qu'ils ont une plus grande liberté, à subsidiarité, comme on dit tout à l'heure, à un échelon inférieur. Ils ont plus. Donc c'est le fait que les décisions soient vraiment locales et la responsabilité aussi est locale. Oui, la responsabilité est plus locale et les décisions sont plus locales, puisque les Länder ont une grande importance. Donc ça incite à la modération, en quelque sorte, des dépenses. Oui, ça incite à la modération des dépenses. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on veut parler de l'épidémie, SARS-CoV-2 qui nous concerne actuellement, c'est quand même le fait d'avoir eu une réaction extrêmement souple et rapide qui joue. Parce que le système de soins proprement dit, lui, va jouer pour la manière dont on encaisse la crise. Est-ce qu'on a suffisamment de lits de réanimation? Est-ce qu'on a suffisamment de respirateurs? Est-ce qu'on a suffisamment de tout ça? Mais par contre, la gestion de la crise elle-même, comment se développe l'épidémie dans le pays, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, la rapidité de la réaction, la rapidité des tests, les tests à grande échelle, et c'est ça qui a été le... Oui, parce que toujours dans la presse, on entend souvent des messages qui disent que finalement, pour améliorer les résultats, il faudrait mettre plus d'argent public. Mais dans le cas justement de la France et de l'Allemagne, la part du PIB qui est investie pour la santé, c'est la même. C'est 11% du PIB. Donc on a des pays qui dépensent des sommes tout à fait comparables pour des résultats très différents. Je crois qu'en Allemagne, il y a eu 4 fois moins de décès par million d'habitants. Alors qu'il y avait plus de cas. Oui, même un peu moins de 4 fois moins, ils doivent être à 100 et quelques. Et nous, on est à presque 580. Parce que si on prend les décès hospitaliers, EHPAD et domicile, parce que pour l'instant les domiciles n'ont pas été comptés, on devrait arriver à 38 000 décès. Donc, tandis que les Allemands sont à 100 et quelques.
Donc la performance du système allemand a été bien meilleure que le système français. Les Allemands, en quelque sorte, en ont eu pour leur argent. Je ne pense pas que le système français manque vraiment d'argent parce que les dépenses de soins et de biens médicaux français en 2018, c'était 203 milliards. C'est quand même pas rien. C'est quand même considérable. C'est quand même pas rien. Le souci qu'il y a, c'est comment cet argent est dépensé et comment est-il affecté. Et il faut savoir qu'en France, il est affecté de manière extrêmement centralisée. D'accord. Même des fois, on dit tout à l'heure. Centralisé. Donc, ce qui fait que l'adaptation des besoins moyens ne se fait pas. Doit certainement nécessiter une administration pléthorique qui consomme une partie des ressources. Absolument. Je crois d'ailleurs que le comparatif entre la France et l'Allemagne sur ce plan est assez éloquent puisque, si je ne m'abuse, nous avons 50% de personnel hospitalier administratif de plus que l'Allemagne qui pourtant a plus d'habitants. Alors ça c'est possible, je sais que mes confrères médecins hospitaliers se plaignaient beaucoup d'être mis à l'écart de la, entre guillemets, gestion hospitalière au profit administratif et se plaignaient beaucoup que des recrutements se faisaient au niveau administratif et pas forcément au niveau soins. Ça c'était des informations directes. J'ai pas tout vérifié. Hein. J'ai pas tout vérifié. Mais c'est vrai que la manière dont les systèmes de santé sont formatés, ça joue. Ça joue sur la capacité à encaisser, mais je maintiens quand même que le fait d'avoir une politique qui est très réactive est primordial. D'accord. Et justement, la réactivité dans le cas de la crise du coronavirus, ça consistait à tester précocement et massivement la population. Ouais. Donc comment peut-on expliquer de telles différences en termes de nombre de tests effectués entre l'Allemagne et la France? Alors, Angela Merkel a dit à ses industriels, aux Allemands, allez-y, fabriquez les tests, testez. Et donc, ils ont court-circuité en quelque sorte toute l'étape que les Français ont sacralisée, qui est l'étape procédure administrative calibrée pour avoir des tests absolument d'une qualité infaillible. Ça, ce sont des procédés de pas de temps de crise, pas de temps d'épidémie. Ce sont des procédés quand on a le temps. C'était totalement en désaccord avec la déclaration de guerre de notre président. C'était un total discordance en tout cas. Théoriquement, en cas de guerre, on se passe des procédures habituelles. Voilà, on réagit vite, on teste vite, on détecte vite, on isole vite les malades, et pas tout le monde, on isole vite des malades et on les traite. Ça, c'est la procédure. Mais n'importe quel, moi je suis généraliste, hein, mais n'importe quel médecin, c'est ça, donc c'est le b.a.-ba. Après, il faut savoir aussi que l'industrie allemande est performante, donc elle a pu fournir des tests. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour les tests ou les masques, je ne sais pas si vous avez lu l'entretien de Perron. Il a écrit un livre Pourquoi ont-ils tout raté, ou un truc comme ça, ou comment ont-ils fait pour tout rater, je ne me souviens plus du titre. Il y a eu 2 papiers qui sont sortis dans le Figaro. Et dans un de ces papiers, il explique que, bon, c'est vrai que la France n'avait pas les tests, mais elle explique qu'il y a un gars du Vietnam qui a téléphoné en disant je peux vous envoyer des millions de masques, au début, hein, je peux vous envoyer des millions de masques qui sont servis au Vietnam, ils marchent très très bien, on l'envoyait paître. Pour une question certainement de normes qui n'étaient pas adéquates. Voilà, non pas adéquates, et puis ça ne suit pas les circuits. Quoi. Alors qu'en fait, en cas de nécessité, mieux vaut avoir un masque qui n'a pas le bon logo que rien du tout. Surtout que les Vietnamiens, ils ont eu 0 décès quand même. Hein. Oui. Donc c'est quand même des gens sérieux. C'est quand même des gens sérieux. Après, le même gars, il téléphone en disant si vous voulez, je peux vous envoyer des tests, même chose. On va promener. Donc en fait, on a proposé, des pays étrangers ont proposé des tests qu'on aurait pu avoir à notre pays et ça a été refusé. Voilà. Et après, j'ai écouté, je ne sais pas si vous l'avez écouté, l'interview de Didier Raoult et Ruth Elkrieff. Alors lui aussi, il a dit, il s'est procuré, c'est LVMH qui lui a procuré des masques et des blouses. Et j'ai écouté aussi l'interview d'un de ses professeurs d'infectiologie qui s'occupe du service d'infectiologie. Et c'est la société Biocellal, qui est une société vétérinaire qui fait des tests PCR pour les animaux, qui leur a proposé des tests. Eux, ils ont dit oui. Ils avaient proposé ça au comité scientifique et le comité scientifique n'avait jamais répondu. Donc, les tests, on pouvait les avoir.
Donc on pouvait les avoir. Encore une question de normes, puisque les tests doivent être à peu près identiques. Alors oui, c'est une question de normes, mais aussi c'est une question de réactivité, parce qu'on ne peut pas entendre on a besoin de tests. Nous sommes en période épidémique, l'épidémie se développe, on a besoin de tests, on ne les a pas. Parce qu'on n'a pas été prévoyant, on n'a pas été prêt. Mais quelqu'un nous dit, je peux vous donner des tests. Et quand on se permet de le noyer dans les méandres de l'administration française, alors qu'il suffisait de lui dire oui, quelles sont les conditions, quel est le prix, et que ça s'est fait à Marseille, donc c'était faisable ce genre de choses. En fait, avec plus de réactivité, nous aurions certainement sauvé des vies. Absolument, plus de réactivité et moins de normes, et surtout un process adapté à une épidémie, à une situation d'urgence. Pas un process de temps de paix, on a le temps, une maladie chronique, on a le temps, je compare, je recompare, je défais, je refais. Non, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, j'aimerais maintenant que nous parlions des différences de résultats entre pays européens qui ont confiné, comme la France, et pays européens comme la Suède, je crois, qui ont décidé de ne pas confiner leur population. Est-ce que la différence de résultats est sensible Oui, la différence de résultats est sensible. Quand on regarde le nombre de décès par million, les Suédois font mieux que nous. Donc en fait, c'est assez contre-intuitif. Oui, c'est contre-intuitif. On s'atendrait à ce que le confinement protège et finalement ça ne semble pas avoir vraiment protégé. C'est contre-intuitif, mais ça n'est pas vraiment. Comme on a dit tout à l'heure, quand il y a une épidémie, on isole les malades, on n'enferme pas tout le monde. Donc les Suédois ont décidé, c'est ce qu'il faut faire, c'est logique. On protège les gens fragiles. En fait, c'est un peu ce qu'ont fait certains pays d'Asie. Je crois que grâce aux tests, ils ont détecté quels étaient les malades et ces malades ont été confinés. Ils ont été confinés et puis leur contrôlement a été contrôlé. C'est-à-dire que par une application téléphonique ou autre, on vérifiait quand même que les gens étaient vraiment confinés. Et une fois que le patient était plus contagieux, il pouvait sortir. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pays d'Asie ont traité très tôt les malades dans le déroulement de l'épidémie. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas posé de questions sur ça marche pas. Ils avaient des traitements en place, il n'y a pas que les pays d'Asie d'ailleurs qui ont fait ça. Ils avaient des traitements, ils avaient l'expérience des Chinois, parce que les Chinois ont dit c'est la chloroquine qu'ils ont. La chloroquine, ça marche, donc ils ont donné. Ensuite, ils n'ont pas attendu les tests en double aveugle et les publications scientifiques. Qu'on n'aura jamais. Mais ils n'ont pas attendu ça. Ils ont été très pragmatiques et très réactifs. Et ça joue beaucoup. Et quand on compare deux pays, les pays qui ont peu confiné ou moins confiné que nous, même l'Allemagne a moins confiné que nous, la Suède a peu ou pas confiné, le Portugal a moins confiné que nous, soit en durée, soit en réglementant moins sévèrement le confinement. Donc le Portugal, par contre, a une mortalité qui est très basse. Il doit être à 120 ou 130, peut-être 140 morts par million. En confinant beaucoup moins. Par contre, le ministère de la Santé portugais a été très malin. Le ministère de la Santé portugais a dit les médecins sont responsables. Ils peuvent traiter avec n'importe quel médicament qu'ils ont à leur disposition, que ce soit un traitement d'Ebola ou autre, ils peuvent traiter avec le traitement qu'ils ont à leur disposition, c'est de leur responsabilité, ils savent ce qu'ils font. Et résultat, les Portugais ont traité avec l'hydroxychloroquine, et les Portugais, ils ont nettement moins de décès que l'Espagne, mais nettement, ça n'a rien à voir. L'Espagne doit être à 580 et le Portugal doit être à 120-140, comme je disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Quand on regarde la carte des surmortalité dont on a parlé aussi tout à l'heure, la surmortalité est en Espagne, mais pas au Portugal. C'est ça, oui. Pas au Portugal. Donc il y a quand même des pays qui ont réagi de manière extrêmement adaptée et qui n'ont pas confiné. Mais le confinement, c'est absolument anti-épidémiologique. Est-ce qu'il y a un précédent historique, d'après vos connaissances, pour lequel on aurait confiné une population saine en cas d'épidémie ? Non. Non, c'est jamais arrivé. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité. À ma connaissance, dans toute l'histoire de l'humanité, on confine les malades. Quand un navire arrive dans un port porteur d'une pathologie, on confine l'équipage. Quand il y a une épidémie quelque part, les lépreux, si ça se faisait, on mettait les lépreux en dehors de la ville. Donc, alors, c'est pas ce qu'il faut faire, évidemment. On a d'autres moyens aujourd'hui, mais on a toujours mis à part les gens malades. On n'a jamais confiné tout le monde, on n'a jamais, surtout tous malades et bien portants ensemble. Non, ça ne s'est jamais fait. C'est pour ça que en fait, c'est le confinement qui est contre-intuitif. Oui, le confinement est contre-intuitif et surtout,
visiblement, d'après les résultats que vous êtes en train de nous évoquer, il n'est pas efficace. Il a Non, il plutôt n'est pas tendance à créer une surmortalité. Oui. Quand Emmanuel Macron, dimanche dernier, nous a dit qu'il avait sauvé des milliers de vies, non, ça c'est du pipeau, ça. Je lui dis, mais t'inquiète pas, un jour, le dernier communiste mourra. Et je lui dis, il ne va pas mourir parce qu'on le tue, il va mourir parce que c'est une idéologie tellement anti-humaine qu'un jour, elle va disparaître. Magnifique. Super. Et donc, il m'a regardé comme ça, voilà.